Donc moi, effectivement, je m'intéresse un tout petit peu plus à vous présenter le problème des pathologies neurodégénératives qui débutent dans l'enfance et qui persistent à l'âge adulte, parce que là, on a vu des exemples de patients qui finalement allaient relativement bien et que... Voilà, et que mon expérience en travaillant beaucoup avec mes collègues d'adultes ou en ayant été généticien, prenant en charge de l'enfant et de l'adulte, c'est pas toujours facile. Et la fin de l'enfance, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'adolescence, l'adulte jeune, est parfois un petit peu chaotique. Et vous savez que pour nous, neuropédiatres, le développement du système nerveux, c'est le développement de quelque chose d'assez extraordinaire. Et on est toujours très surpris que ça se passe pas si mal que ça. Donc on n'est pas très étonné d'avoir plein de maladies. Mais finalement, la grande majorité de nos maladies, elles ont encore plus de difficultés à maintenir ce que nous, on appelle le maintien du réseau. C'est-à-dire que quand vous avez déjà une pathologie qui débute dans l'enfance, pour maintenir tout ça à l'âge adulte, c'est très compliqué. Alors moi, ma génération, on a appris à dire il faut que notre patient arrive à l'âge adulte le mieux possible et avec tout ce qu'on peut sauvegarder pour que ce réseau se mette en place, le stimuler et puis le faire qu'il arrive à son maximum. Mais après, le plus difficile, je trouve, c'est quand même de garder, d'arriver à maintenir tout ça. Et c'est vrai que le passage qui est clé pour nous, et on le voit bien dans nos maladies neurodégénératives, c'est la période de l'adolescence et de l'adulte jeune. Et ensuite, on va passer du côté adulte. Et malheureusement, c'est ce même moment où il se passe quelque chose de très particulier, qui est la fin du développement, qu'on va passer le patient côté adulte. Donc il y a une espèce de difficulté dans ces maladies à assumer l'aggravation liée ou le changement lié à l'adolescence et à l'adulte jeune, et puis le passage à l'adulte jeune, et donc se poser des questions, quel est le meilleur moment et comment on peut faire ce passage. Et donc, si vous voulez, dans ces pathologies neurodégénératives, pour nous, il y a un continuum clinique entre des formes qui ont un début complètement infantile et très grave, qui étaient celles qu'on connaissait le mieux, avec des patients qui ont surtout des difficultés dans le développement moteur, ils perdent des acquisitions motrices, ils ont souvent des évolutions rapides. Mais maintenant, de plus en plus, nos maladies neurodégénératives, en particulier celles qui ont un substratum métabolique, elles peuvent avoir en fait une évolution beaucoup plus lente, avec souvent des dégradations qui sont plus dans le domaine des troubles cognitifs, du comportement, et particulièrement à l'âge adulte et lors du passage à la période de l'adulte jeune, qui vont poser des nouveaux problèmes, puisque poser le problème du handicap moteur, des difficultés motrices, c'est déjà une difficulté, mais poser le problème d'apparition de troubles de comportement qu'on connaît déjà chez nos patients normaux, enfants dits normaux, c'est bien sûr difficile. Alors, c'est vrai que ces courbes que nous, on connaissait bien, avec une cassure rapide et des patients qui n'arrivaient même pas à l'âge adulte, elles sont devenues de plus en plus rares. Et il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, malgré le nombre de structures d'adultes qu'on a ouvertes pour accueillir nos patients devenus enfants adultes, eh bien, on a toujours autant de listes d'attente. Ce qui veut dire que le nombre de patients qu'on a passés côté adulte, il était non seulement important, mais en plus, il ne fait qu'augmenter. Et donc, du coup, on est dans une situation qui est de plus en plus difficile. Et en fait, la grande majorité de nos patients avec des maladies neurodégénératives, maintenant, vous voyez, ils ont une courbe qui fait qu'on essaye de maintenir le développement le meilleur possible. Ce développement, vous le voyez ici, et qu'on essaye qu'il n'y ait pas trop de rupture dans la période de l'adolescence, en se disant que peut-être c'est à cette période-là qu'on va avoir peut-être cette dégradation, mais peut-être qu'elle peut se faire plus loin. Et notre travail, évidemment, c'est que ce passage ici se passe le mieux possible, parce que c'est une période qui est difficile. Et donc, la première question qu'on s'est posée avec James, c'était de savoir quand faut-il passer ces patients. Et c'est vrai que c'est un problème, parce que je vous donne par exemple un exemple de maladie sur lequel je travaille et qui peuvent avoir des enfants avec des niveaux extrêmement variables. Mais ça, c'est la forme qui est relativement modérée de la maladie, et dans lequel, vous voyez, les enfants font des progrès, ils font tous des progrès, ils arrivent à un certain niveau qui ressemble à ce qu'on a chez nos enfants qui ont fait, par exemple, une prématurité ou des petites souffrances à la naissance. Mais vous voyez que la phase de dégradation de leur capacité motrice vont être extrêmement variables. Mais vous voyez que, globalement, l'adolescence, c'est un moment qui va être extrêmement difficile pour ces patients, puisque c'est à ce moment-là
que pour la grande majorité, on va observer cette dégradation. Et donc, si vous transférez votre patient avec lequel vous travaillez depuis des années, pour lequel vous avez créé une confiance et que vous êtes en pleine période où cette dégradation commence à se faire, c'est vrai que ça pose un problème pour, bien sûr, nous, mais aussi pour le neurologue d'adulte qui reçoit tout d'un coup ce patient qui finalement est en train de s'aggraver avec une famille qui se désespère encore un peu plus et puis surtout avec une connaissance de la maladie qui est peut-être pas autant que la nôtre. Alors je dirais que nos patients les plus graves, eux, ils ont déjà un niveau qui est souvent extrêmement bas et c'est vrai qu'on a moins ce problème-là finalement chez des patients qui avaient un niveau depuis le départ extrêmement bas puisqu'ils vont mieux encaisser finalement l'adolescence. Donc il y a une espèce de phase critique et vous voyez que cette phase critique pour nous qui se retrouve entre 16 et 20 ans, c'est-à-dire un peu à la sortie de cette adolescence, eh bien, c'est très compliqué parce que théoriquement, nos enfants, ils vont en structure enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. Que vous savez que nos structures médico-sociales enfants, elles vont jusqu'à l'âge de 20 ans. Et donc, c'est vrai que là, on est dans un passage qui n'est pas facile, puisqu'il faut absolument qu'on essaye de synchroniser, et je pense que les parents qui sont ici dans la salle le savent mieux que moi. Il faut essayer de synchroniser à la fois des patients qui vont avoir un devenir dans une phase adulte côté médico-social et qui vont aussi avoir un changement majeur dans la prise en charge médicale. Et on a beau avoir des jumps et tout ça, c'est quand même pour les parents un moment difficile. Et je dis pour les parents parce que la grande majorité de ces enfants ne sont pas autonomes, évidemment, puisqu'on passe dans des structures. Et les parents doivent quand même restent quand même des gens clés pour ces enfants, en sachant qu'il faut qu'ils deviennent adultes et que donc on laisse un peu les enfants. Donc c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Et vous savez que beaucoup de ce devenir de l'enfant à l'adulte est très lié au projet de lieu de vie du patient et qu'on a deux types d'ouverture, en fait. On a des ouvertures qui se font de plus en plus à la demande des familles vers le domicile, et puis dans des structures, comme vous le savez, médico-sociales, type les femmes, par exemple. Et donc, vous voyez que ces structures du domicile, qu'il faut dire que l'État français a quand même beaucoup poussé à développer des structures à domicile pour pouvoir accueillir et aider les familles qui voulaient garder leurs patients à l'âge adulte à domicile. Dans nos pathologies, ça crée une véritable rupture souvent, puisque le patient qui était souvent dans une structure d'enfant où il y avait un occupationnel important, une organisation d'occupationnel avec des repères qui étaient assez faciles pour les enfants parce qu'on faisait tous les jours un peu la même chose, on avait des organisations. Ça reste quand même extrêmement difficile dans notre expérience parce que pour les parents et pour les familles, il n'y a rien qui est organisé vraiment pour que cet occupationnel puisse continuer. Alors, il y a bien des associations qui aident à ce qu'on puisse sortir, aller au cinéma, rencontrer les autres, etc. Mais ça, c'est encore des choses qui manquent énormément. Et dans ces patients-là, évidemment, les centres experts sont très sollicités. Et nous, bien sûr, la plupart du temps, on ne connaît pas, mais tu l'as dit tout à l'heure, les neurologues d'adultes, ils ne connaissent pas. Les centres de rééducation, c'est difficile aussi pour eux parce qu'ils sont habitués à des structures assez institutionnalisées pour des enfants lourds comme ça. Et il y a vraiment des choses à inventer parce que ça reste difficile. Et pourtant, beaucoup de nos familles font ce choix parce que les structures médico-sociales ont beaucoup de mal à s'adapter à des patients qui ont parfois des handicaps lourds, mais qui gardent une communication et on n'arrive pas à les rentrer dans les cases que nous demande l'État, c'est-à-dire handicap mental, handicap moteur, handicap sensoriel. Et du coup, c'est des patients pour lesquels les structures sont souvent pas adaptées parce que compte tenu du handicap moteur, ils sont mis avec des patients qui sont quasi grabataires, alors qu'en fait, ils ont une communication qui reste extrêmement importante. Et donc, c'est pas toujours très facile de trouver des solutions. Et dans ces situations-là, c'est vrai que nous, les centres experts sont moins sollicités. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, notre expérience, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont un peu abandonnés dans les centres, et ce n'est pas parce que les médecins les abandonnent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience. Je prends l'exemple, par exemple, de patients qui tout d'un coup se perdent du poids. Les gens ne sont pas attentifs que certaines de nos maladies ont des difficultés spécifiques. Quand il y a des traitements, encore, ils nous demandent notre avis, mais quand il n'y a pas de traitement et que c'est juste une prise en charge éducationnelle, rééducationnelle, et bien souvent, on nous sollicite, les patients, ils ont déjà perdu
une grande partie du poids et on ne peut plus rien faire parce que le stress-oxydant est devenu trop important. Donc c'est un exemple parmi d'autres, l'apparition de mouvements anormaux parfois qui les gênent beaucoup. Ils n'arrivent pas toujours à prendre en charge les traitements qui sont parfois pas toujours faciles chez ces patients. Et puis l'autre difficulté qu'on a pour ces patients, c'est comment. Comment, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est pas des patients pour lesquels la communication est aussi facile. Et donc c'est pour nous très lié aux difficultés neurologiques de ces patients, qui sont des patients, comme on l'a dit tout à l'heure, souvent extrêmement sensibles. On en a parlé pour les Gilles de la Tourette, qui ont une cognition qui est très bien conservée. Nous, on a des patients qui en plus ont des cognitions pas toujours bien conservées. Et l'adaptation au changement est quand même quelque chose de très difficile. Et donc c'est vrai que la confiance qu'ils ont en nous, c'est pas simplement la confiance médicale, c'est aussi le fait qu'ils ont l'habitude de nous voir, l'habitude de voir l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle avec Jump, on s'est posé beaucoup de questions de savoir comment on pouvait faire cet accompagnement qui doit faire quand même de ces enfants des adultes, on en a tous conscience, mais d'une façon qui correspond un petit peu à ce qu'ils veulent. Alors, c'est pas toujours très facile. Alors, par exemple, pour le centre de référence des maladies métaboliques chez nous, on a mis en point un système qui s'appelle My Transition. Alors, c'est moins joli que ce que vous avez fait. Et dans lequel, en fait, lors des éducations, on pose l'enfant, on voit plus le bleu là-haut, mais là on pose en fait, l'enfant choisit des cartes sur les questions qui se posent. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, les enfants, ils posent des questions, mais ne veulent pas toujours des réponses. Alors, ils choisissent la question qu'ils veulent bien se poser, sur qui ça va être mon docteur, comment il est, etc. Donc, on est en train de l'adapter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des systèmes écrits comme ça, ils peuvent en fait choisir des logos avec des images et choisissent l'image. Alors, par exemple, on met un docteur avec un point d'interrogation, c'est qui est mon docteur quand il va passer à l'âge adulte, des choses qui sont beaucoup plus adaptées parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça, et avec des systèmes qui leur parlent en fait. C'est-à-dire quand ils cliquent, ça dit les paroles, parce qu'ils sont souvent capables de comprendre relativement bien, pour essayer qu'ils comprennent mieux, parce qu'on l'a dit tout à l'heure dans l'annonce du diagnostic, mais c'est aussi vrai dans toutes les décisions qu'on prend, on n'arrive pas toujours à savoir comment l'enfant, devenant adulte, prend conscience de ce qu'il doit faire lui-même et par lui-même. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à trouver le moyen pour qu'il puisse s'impliquer. Et donc, une des idées qu'on a eues avec Jump, ça a été de faire que cet accompagnement il soit le plus tôt possible, mais progressif. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, comme on l'a dit tout à l'heure, en 1 an, l'idée, c'est que souvent, c'est nécessaire que ça se fasse en 2 ans, voire en 3 ans. C'est-à-dire, plus on le fait tôt et mieux on se porte. Parce que ce sont souvent des patients qui ont besoin d'avoir une espèce de système mixte pendant un certain temps. À la fois parce que les docteurs, les infirmières ont besoin, mais aussi c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir une adaptation à ce changement. Et le fait d'avoir des paramédicaux coordonnateurs, toutes les études le montrent, hein, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des docteurs. Parce que les paramédicaux coordonnateurs, on l'a vu tout à l'heure avec les infirmières qui vous ont présenté, c'est vraiment leur travail de s'impliquer là-dedans. Elles ont beaucoup plus d'efficacité pour coordonner ce dont on va en avoir besoin pour ces patients. Et donc c'est vrai que, tu l'as bien dit tout à l'heure, le neurologue, il nous dit « mais qu'est-ce que je vais faire avec un enfant devenu adulte, il a un diagnostic, qu'est-ce que je vais faire, etc. » En fait, ce qui est très important pour l'enfant, c'est qu'il est devenu adulte, c'est qu'il a un repère. Et ce repère, il faut bien qu'on se mette dans la tête que ça reste quand même pour lui, et tu l'as bien dit aussi pour tes maladies à toi, ça reste le pédiatre qui a été, et que ce transfert qui est indispensable, il faut le faire, et il faut le faire avec des gens qui pour lui font un peu les mêmes métiers, et pour lui ça restera quand même le neurologue qui connaît sa maladie, parce que nous on lui a expliqué que c'est celui-là qui connaît la maladie, même s'il y a plusieurs personnes autour. Ils ont besoin de repères, les parents, mais alors encore plus les enfants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces patients nous posent des problèmes et au sein de la filière, on a essayé de réfléchir et adapter des choses comme vous avez mis en place, je pense que c'est important, adapter le dialogue, parler comme on l'a dit tout ce matin. On oublie toujours que ces patients, ils peuvent comprendre des tas de choses, simplement il faut se mettre à leur disposition et leur donner les moyens de s'exprimer avec ce qu'ils savent faire. Et ça veut dire, là encore, développer des outils un peu nouveaux, donc je fais appel à la communauté pour nous aider à faire ça. Moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est des familles.
qui ont décrit des choses absolument extraordinaires, avec des pictos, bien évidemment, comme on a l'habitude de le faire, des pictogrammes, mais des pictogrammes souvent très adaptés à faire comprendre à l'enfant les choix qu'il devait faire. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de choisir, même avec des enfants qui avaient des handicaps extrêmement lourds. Donc, il y a quelques parents dans la salle qui, je suis sûre, nous aideront à développer ce genre de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lynn. Moi, je veux faire une remarque un peu naïve. Quand on est en train de parler de transition, et quand je vois tout le travail absolument merveilleux qui a été fait par les pédiatres, mais je me dis, je comprends que la marche soit quand même difficile à monter, parce que vous faites quand même des choses qui, pour nous, vu d'un médecin qui voit que des adultes, pour moi, c'est pas toujours le cas, mais j'ai la chance d'avoir un service de neuropédiatrie, donc moi, il n'y a aucun enfant chez moi. Les codes que vous donnez alors qu'on parle d'une transition, c'est uniquement des codes de l'enfant. C'est déjà, tous les enfants sont tutoyés, nous on ne tutoie pas nos patients. C'est des petites représentations. On parle pour moi de 18, 20 ans, c'est des adultes. On prend des représentations qui sont des enfants, on leur donnerait plutôt 12 ans sur les vignettes que vous présentez. On va jouer avec des cartes. C'est sûrement très très bien, c'est pas du tout une... Mais j'ai quand même l'impression, alors c'est vrai que c'est une transition, donc il faut peut-être partir de là où ils sont, mais les outils de transmission qu'on nous a parlé sont quand même des outils, je dirais, du monde de l'enfance, et qui, si dans leur réflexion les amènent vers le monde de l'adulte, je trouve que dans leur représentation, ils restent quand même beaucoup dans le monde de l'enfance. Mais je ne sais pas si ce commentaire est partagé. Oui, mais on est quand même dans une transition. Je crois qu'il y a une autre chose qui est importante, parce que de toute façon, les jeunes qui arrivent dans nos services d'adultes ne se consolent jamais du chagrin d'amour d'avoir été quittés par leur pédiatre. Voilà, il faut appeler ça comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ils arrivent de lieux qui sont souvent très jolis, avec un lion sur le sol, des petits fauteuils violets, enfin tout ce que vous avez montré. Et ils arrivent dans le service d'adultes qui est un peu moins joli. Voilà, et dans lequel ils sont confrontés, alors qu'eux-mêmes ont un handicap, au handicap de sujets plus âgés, adultes, avec d'autres pathologies, par exemple quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, d'autres gens qui ont des maladies encore plus sérieuses, encore plus graves. Et donc là, il y a un deuxième choc qui se coule, qui n'est pas si qui se coule que ça, et auquel on essaie de les préparer. En tout cas, moi, ce que j'essaie de leur dire, je leur dis, tu vas voir, tu vas venir dans un service où je vais, te vous voyez, 2, tu vas être avec des gens qui sont plus âgés que toi, 3, c'est quand même beaucoup moins joli. Il n'y a pas de lion sur le sol. Voilà, il va falloir se faire à cette idée-là. Et c'est idiot, mais il y a aussi la préparation, non seulement aux transitions de la personne, mais aux transitions du lieu, qui est une géographie complètement différente, me semble-t-il, entre un joli service de pédiatrie et un joli, entre guillemets, service d'adultes. Pour rebondir sur ce que vous dites, Mme Daillé, je suis complètement d'accord. Et alors, il y a, je pense... Il y a un deuxième effet qui se coule de ce qu'on fait dans les hôpitaux pour les hôpitaux d'adultes. D'abord ici, à Tousseigneur, il y a l'équipe d'endocrino de professeur Touraine qui travaille sur la transition dans les pathologies endocriniennes depuis très longtemps, hein, qui a un diplôme interuniversitaire. Et donc ils ont un programme que vous connaissez qui s'appelle Transcende, où justement il y a un lieu avec des codes spécifiques à cette population, cette tranche d'âge des 18, 20 et quelques années. Donc petit à petit, ça change. Et puis alors à Pompidou, qui est l'hôpital d'adultes avec lequel les centres de référence de Necker travaillent le plus en termes numériques, c'est-à-dire sur les 40, c'est 14 centres de référence qui orientent essentiellement vers Pompidou. Il y a finalement le même programme en miroir qui est en train de se mettre en place pour faire une sorte de journée d'intégration avec voilà, l'hôpital d'adultes, c'est pas si moche que ça, ça peut être sympa et on va vous accueillir et après vous... voilà. Je suis d'accord avec vous, hein, globalement. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que chez les patients enfants que nous on suit avec les pathologies neurologiques sévères qu'ils ont, on en sera encore, même à 30 ou 40 ans, à travailler avec des pictogrammes et à communiquer avec des pictogrammes. Je pense que ce qui est important, c'est que peut-être les neurologues d'adultes apprennent à ce que nous on a découvert. Parce que moi, j'ai découvert ça que parce que les familles nous l'ont montré. Et d'abord, les centres d'enfants handicapés qui ont bien voulu regarder si les enfants pouvaient s'en servir. Des parents qui nous ont montré que même avec des handicaps très lourds, on y arrivait toujours. Et je pense qu'il ne faut pas croire que ces outils qu'on utilise chez l'enfant ne peuvent pas être utilisables chez l'adulte. Les pictogrammes, on a l'habitude avec des ergothérapeutes sur des moyens de communication
publication sur des patients. C'était plutôt le type de graphisme du pictogramme. Ah bah oui. On parle de jeunes de 18 ans à qui on va mettre des représentations d'imagerie qui ramènerait plutôt à quelque chose de beaucoup plus enfantin. C'était pas l'utilisation des outils. Alors ça, c'est les pictogrammes que tu as vus là, ça c'est pour les 12-15 ans. Hein, quand oui, même. C'est pour ça qu'on préférerait des structures comme il a lui, avec la musique qui va derrière, avec la couleur qui correspond, parce que nos enfants devenus adultes, ils sont aussi très sensibles à ce genre de choses, en particulier les goûts évoluent exactement, les musiques, etc. Et trouver des pictogrammes qui correspondent à ce qu'ils veulent, mais ils sont capables, hein, parce que quand on leur demande l'image de ci, de ça, je peux vous dire qu'ils savent très bien choisir quelle est celle qui correspond à ce qu'ils ont envie d'avoir sur leur téléphone portable. Yves. J'ai une question un petit peu décalée, un peu plus physiopathologique. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi du déclin fréquent vers l'adolescence de vos maladies, ou c'était un exemple parmi tant d'autres? Ah non, c'est pas un exemple. C'est pour ça que je pose la question. Il faut bien comprendre que le merveille du développement cérébral, il y a 2 périodes, de 0 à 2 ans, au moment où vous êtes en train de faire toute votre myélinisation qui va vous préparer dans votre synaptogénèse. Et puis, vous avez la fin de tout ça, puisqu'au début, vous avez plein de facteurs qui vous aident énormément à faire tout ça. Et ensuite, au moment où vous faites votre puberté, vous avez à d'abord grandir beaucoup, grossir, et ça, le cerveau l'encaisse. Et puis, vous avez encore à continuer votre développement cérébral, c'est-à-dire toutes les régions frontales, et puis surtout à commencer à maintenir, alors que vous commencez à ne plus avoir les facteurs qu'il faut du développement. C'est-à-dire on a plein de facteurs de développement qui disparaissent à ce moment-là, au moment où apparaît la puberté. Et tous nos patients, en particulier ceux qui ont des problèmes de synaptogénèse ou de myélinogénèse, ont une dégradation très nette à la sortie de l'adolescence, parce qu'en fait, ils font la poussée sans problème et après, ils payent cher. Est-ce qu'il y a une différence garçon-fille, puisqu'il y a quand même 2 ans de différence de puberté? Si vous voyez ce déclin, ou c'est que le début de la puberté qui est différent? Non, on voit le déclin chez les deux, en sachant comme toujours que la partie développementale est souvent plus compliquée pour les garçons, et la partie de l'effet sur le développement à la puberté est souvent un petit peu plus compliquée pour les filles.